Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Tout le monde est confo ? J'en viens donc avec la question du soir. La question du soir, c'est « Mais qui est Amen ?» Mais c'est une vraie question. Parce que Play for Peace, tout le monde connaît, mais est-ce que vous connaissez tous vraiment bien Amen ? Bon, alors, c'est normal, je sens une réticence dans la salle, mais c'est parce que l'homme est très discret. Soyons honnêtes, il préfère de loin une conversation cœur à cœur avec un jeune de Play for Peace plutôt qu'un grand discours. Et en même temps, reconnaissons-le, c'est dommage, parce qu'il a un parcours tellement intéressant et remarquable. Je veux dire, il va partager avec vous tout ce qu'il a vécu depuis l'enfance. Il a surmonté énormément d'épreuves, qui chez d'autres auraient réduit sa confiance en l'humain. Eh bien, chez lui, pas du tout. En fait, sa foi en l'autre et en lui-même est montée chaque fois, et a fait de lui cette personnalité qu'on aime tous, c'est-à-dire un être chaleureux, doux, rayonnant, mais aussi un homme foisonnant d'idées et totalement inépuisable, un entrepreneur social, un homme d'action, un homme généreux et un homme totalement émerveillé par la vie. C'est cette personne que je vous propose de rencontrer ce soir et je vous propose d'accueillir Amen et les jeunes de Play for Peace avec des applaudissements chaleureux. Juste avant de commencer, je voulais premièrement remercier Silversware de nous accueillir, nous permettre d'organiser ce genre d'événement. Et un tout petit mot sur Play for Peace parce que je pense qu'il y a peut-être l'une ou l'autre personne qui ne connaissent pas encore très bien. Amen va en parler plus en détail, mais pour vous donner la base. Donc Play for Peace, c'est une association qui a été lancée il y a 10 ans pour aider les jeunes de 16 à 28 ans à développer leur talent et leur potentiel à travers le sport et l'éducation. Donc on leur permet de manière gratuite de pratiquer de la boxe, du golf, du football, du bowling bientôt, du rugby en EPPJ, et on organise des conférences avec Amen par exemple, ou d'autres entrepreneurs, d'autres personnes inspirantes. On fait des formations, on met des coachs en développement personnel à disposition des jeunes quand ils en ont besoin. Et on a lancé la Play for Peace Academy en septembre dernier pour accompagner une vingtaine de jeunes par an dans un projet, dans un développement de l'esprit entrepreneurial à travers mentoring, formation, sport, ça reste nos piliers. Et donc voilà, c'est Amen qui a lancé ça il y a 10 ans. Il va sûrement en parler un moment pendant sa conférence, mais comme ça je remettais sous ça. Merci beaucoup d'être si nombreux et à tout à l'heure. Vous m'entendez ? Oui, voilà. Du coup, je vais commencer avec la première question. Amen. Qui étais-tu durant ton enfance ? À l'école, en famille ? Tu étais un enfant perturbant, calme, tu restais dans ton coin, tu étais social, tu parlais avec les gens. Tu étais comment quand tu étais petit ? J'étais un garçon, on va dire, assez timide, introverti. Je me mélangeais pas beaucoup. Là, j'ai des amis d'enfance, ils sont là. J'étais un peu le sage du quartier. Et j'ai fait un enseignement catholique, assez dur, assez poussé. Et pour mon père, en fait, que Dieu ait son âme, l'éducation était hyper important. Donc je peux vous dire que l'éducation, c'était du lundi au dimanche. On avait des cours, ils nous cherchaient même des profs pour venir à la maison pour étudier les cours en fait, de maths, d'histoire, d'arabe, mais tout ce qu'on voulait en fait. Mais voilà, c'était l'école. Ils nous disaient que c'était le seul héritage qu'ils pouvaient nous laisser. Et pourquoi une école catholique ? C'était parce que pour lui, c'était important qu'on se nourrisse de la culture de l'autre. Et voilà, j'ai même fait partie d'une chorale en primaire et où j'ai dû en fait chanter donc à la messe de minuit une année j'ai joué une pièce de théâtre où j'étais le pape Jean 23. Ouais. Donc j'étais vraiment assez c'était une éducation. Quand je regarde maintenant, mais pour lui c'était hyper important de connaître l'autre. Comme ça, si on me pose une question, on peut connaître la culture de l'autre, en fait. C'était important. En gros, c'est ça. Mais j'étais quelqu'un de très sage. Ouais. Ça fonctionne ? Ok. Ayman, moi j'aimerais savoir quels étaient tes hobbies quand tu étais plus jeune. Moi, mes hobbies, c'était le sport. Le sport, c'était un truc de fou.
Je m'entraînais au matin, avant l'école des fois, et puis le soir aussi en rentrant, parce que mon rêve c'était de devenir champion du monde ou champion olympique en athlétisme. Et donc je m'entraînais mais comme un fou. Mais c'était un truc... ouais. Et à côté de ça, ouais, le sport j'aimais bien. Ouais, le sport et la politique. Ouais. Et donc je m'achetais des journaux, mais chaque jour, je m'achetais tous les journaux possibles et inimaginables. Le soir, la Libre, la DH. J'entrais dans ma chambre, ma mère, elle devenait folle en fait. Elle dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais moi, j'avais besoin de me nourrir et d'avoir plusieurs infos pour un même sujet. Ouais, ma chambre, c'était un désastre avec les journaux. Tu te souviens? Dis-moi, Ayman, durant ton enfance, as-tu rencontré des difficultés? Ouais. J'en ai rencontré, ouais. J'en ai rencontré. Déjà, là, ce que je fais aujourd'hui, pour moi, c'est un challenge. Mais quand j'étais petit, je bégayais énormément. Donc, tu te souviens, je pense, je bégayais énormément jusqu'à mes professeurs à l'école arabe où, en fait, francophones, en fait, ne m'interrogeaient pas des fois. Tellement qu'ils savaient que je souffrais. Ils me disaient, tu as étudié? Je dis, oui. Ils disaient, ok, t'as 15 sur 20, t'as 16 sur 20. C'était la confiance. Mais c'était la confiance, mais j'étais sincère. J'avais vraiment, en fait, étudié. Et les bégaiements, franchement, c'était très compliqué. Et ensuite, à l'âge de 12 ans, j'ai eu des crises d'épilepsie. J'avais des crises d'épilepsie de grand mal. Donc j'avais le bégaiement et à ça les crises d'épilepsie. Donc les crises d'épilepsie, des fois j'en avais 3 par jour, des fois 4 par semaine. Et donc quand tu es jeune, quand tu es ado, tu vas à l'école, et ben voilà, tu peux plus rien faire en fait. Tu es à la maison, les parents ils stressent pour demander où tu vas, etc. Je peux avoir 16, 17 ans et je sortais pas. Les amis du quartier, ils sortaient, etc. Et moi, c'était études et la maison, quoi. Personnellement, j'ai une question accompagnée d'une sous-question. Donc c'est, comment est-ce que tu as vécu tes difficultés à l'école, donc avec tes amis, voire tes enseignants? Et la sous-question, ce serait, est-ce que tu te sentais décalé ou différent par rapport aux autres? Les jeunes qui étaient autour de moi, sincèrement, ils étaient en fait très bienveillants avec moi. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu d'harcèlement ou des pics ni rien. Franchement, voilà, ils me respectaient énormément. Est-ce que j'étais différent des autres? Oui, je sentais très très rapidement. Ouais, j'étais très différent des autres. Je voulais être comme les autres, mais je sentais que j'étais pas comme les autres du tout, du tout. Ouais. Ouais. Moi, je voudrais juste revenir sur tes crises d'épilepsie et sur ton bégaiement. En premier lieu, est-ce que tu as encore rencontré des crises d'épilepsie? Et en deuxièmement, comment tu fais pour travailler ton bégaiement et si tu rencontres encore du mal? Pour les crises d'épilepsie, mais voilà, ça allait. Il y avait des up et des down voilà. Et j'étais suivi par un professeur à Saint-Luc. Et un jour, allez, je vais vous parler franchement, hein, comme ça. J'avais un professeur qui me suivait pendant des années, et un jour, le professeur, il n'est pas là, et il est remplacé par un autre professeur. Et le professeur, il venait du Congo, et quand je l'ai regardé, j'ai dit, oh non, qu'est-ce qui va me soigner? En toute sincérité, parce que voilà, directement, c'est pas un bon médecin. Il vient d'Afrique, il n'est pas bon. Et il me dit, écoute, je sais ce que tu as, mais je vais te dire une chose, ne le dis à personne, ne le dis pas à ton médecin, suis-moi et tu vas guérir sûrement. J'ai dit, ok, d'accord, déjà j'avais un truc. Il me dit une chose, il me dit, les médicaments, mais tu vas en prendre de moins en moins. Et quand ton médecin il te dit, est-ce que tu en prends? Tu dis oui, tu prends. Et tu vas chez le pharmacien et tu les prends. Et donc, je prenais des paquets Chrono 500 au matin, 2 au soir, et je commençais à diminuer une demi. Et quand j'allais chez le professeur, l'autre, j'ai dit, tu prends les médicaments? Oui, tu vois, ça fonctionne bien, tu guéris, etc. Mais je ne les prenais pas, en fait. Et jusqu'au jour
où j'ai plus de crise d'épilepsie. Ouais, c'est un professeur que j'aimerais revoir, ça c'est sûr et certain. Il a sauvé ma vie parce que épileptique, on peut rien faire. Je peux pas rouler en voiture, je peux pas aller, pas d'activité. Allez, on peut rien faire en fait. Donc pas de plongée, rien. Donc voilà, donc il a quand même sauvé ma vie vraiment. Ouais. Oui. Et pour les bégaiements, c'est plutôt mes amis en fait, qui sont autour de moi et qui me poussent. Donc voilà, toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. J'ai des coachs qui me soutiennent, mais comme Framboise, voilà, elle me soutient, il me donne confiance. Et puis j'ai des gens de l'ombre qui me soutiennent et je fais un effort. C'est comme ce soir, ben voilà, pour moi c'est un exercice et là je me dis à quel moment je vais bégayer, vous voyez, donc je travaille, donc voilà, je travaille sur ça, voilà. Tu nous as dit que tu te sentais différent. Est-ce que tu avais cette frustration de vraiment te sentir différent et que tu voulais être comme les autres? Est-ce que tu avais un moyen, un exutoire pour libérer cette frustration, cette colère ou même cette rage? Sincèrement, les seules fois où j'étais frustré, et là ils le savent pas encore, mais il y a deux amis à moi, c'est Mustapha et Mohamed. C'est quand ils sortaient le soir en fait, avec Othman, ils sortaient le soir, mais moi je pouvais pas le faire. Et je savais que le jeudi ils partaient, ils prenaient la voiture, etc. Et moi en fait je le faisais pas. Donc moi la discothèque, dans ma vie j'étais une fois, et je me souviens encore, c'était à l'an 2000 quoi. Donc et j'avais été obligé d'y aller parce que mon cousin était venu du Maroc et c'est ma mère qui m'avait poussé à y aller, quoi. Donc voilà. Alors, Oui, une chose importante, parce que je viens de voir une personne qui est importante pour moi. Donc elle est ici. C'est une question qui vient juste avant, je viens d'y penser. Quand j'étais jeune et que j'avais du mal en fait aller à l'école ou autre, il y avait une dame qui me faisait l'école des devoirs. Et elle est là, c'est Martine. Martine. Et Martine était en chaise roulante et voilà, et celle qui m'a appris à jouer aux dames, qui m'a appris à jouer au Mikado, à faire plein de choses en fait. Donc voilà, et je pense que c'est là que j'ai commencé à respecter l'autre, etc. Et c'était aussi la force de mon papa, aussi de dire voilà, de donner et de respecter en fait tout le monde, etc. Merci Martine d'être venue. Voilà, et Martine, pour l'info, au moment important de ma vie, je veux qu'elle soit là. Elle était là au dernier gala de Play for Peace. Donc pour moi, c'est important de revenir d'où je viens, parce que voilà, c'est grâce à ces personnes-là que j'ai pu dépasser pas mal de choses, quoi. Merci encore, Martine. donc juste avant, tu as mentionné cet amour et cette passion pour le sport. Est-ce que plus jeune, on peut dire que le sport t'a aidé à surmonter ces difficultés? Si oui, comment? Ah oui, mais moi, quand j'étais dans le sport, en fait, je suis dans un autre monde. Ma mère rigole. Et même quand je suis devant la télévision, non, vaut mieux pas me voir, en fait. Et même quand on regardait un match de foot ou autre, je devais regarder dans deux chaînes différentes, dans RTBF et TF1, parce que pour moi, il fallait que l'action, chaque commentateur, comment en fait, voilà, il commentait l'action. Et puis j'avais aussi, j'ai des tics aussi. Moi, les sports, c'est tous les sports. Donc moi, ça va du biathlon au ski, les sports de combat pas, mais tout ce qui est à côté, le tennis, etc. Et mes sœurs et mon frère, ils étaient obligés. Et ma sœur, quand elle s'est mariée, c'est une petite anecdote, et son mari était un grand sportif. Et puis elle lui parle du Tour de France. Il dit mais Tour de France, je connais, etc. Elle a pu lui citer, mais tout le monde, quoi. Le mec, il a rien compris. Les Jalabert, les Virenque, les Pantani. Et tout le monde, il dit mais tu sors d'où? Mais il dit mais pour que tu aies ça, ton frère doit être un malade, quoi.
Voilà, et je connaissais tout, quoi. En fait, c'était... Ouais. Voilà, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça me permettait de voyager et de rêver mais de mon fauteuil, quoi. J'aimerais te demander, au niveau professionnel, quelles ont été tes premières expériences? Mes premières expériences, c'était en fait un job étudiant dans mon quartier. C'était à Germinal, c'était à Evere. C'était animateur pour les jeunes. C'était le seul job que je pouvais faire en fait, voilà, parce que c'était dans le quartier, c'était à la maison. Mes parents avaient un contrôle sur moi. Et après j'ai fait des choses que quand j'y pense, j'ai fait des choses incroyables. Après de là, je suis passé à une société de télémarketing où on faisait du time sharing, je ne sais pas si vous connaissez. Et là, en fait, je gérais une équipe de 150 jeunes qui venaient étudier, oui, Play for Pizzos, qui venaient travailler en fait là-bas. Et là, je travaillais tous les jours en fait. Et donc là, j'ai fait pas mal de... Oui, ça c'était une expérience incroyable. Puis j'ai travaillé dans les inventaires avec une société française. Et quand je suis arrivé là-bas, mais comme je ne savais pas tellement où aller, problème de bégaiement, etc., il y a les Français, ils m'ont vu et ils m'ont dit « Toi, tu vas faire aucun contrôle. Toi, tu vas être notre physionomiste. » Je ne sais pas du tout c'était quoi physionomiste ni rien. Et il me dit « C'est simple, tu te mets derrière, tu regardes les jeunes, tu mets des croix et tu dis s'il est bon ou pas. S'il est OK, on l'engage. S'il n'est pas OK, on l'engage pas. » Et j'étais là, j'ai dit « Non, toi, tu sens les choses très très bien. » Moi, j'étais là, j'ai dit « Mais ils ont vraiment confiance en moi. » Et voilà, j'ai eu des expériences. En job étudiant, j'ai toujours été responsable, on va dire. Voilà. Et le pire, c'était quand tu avais les jeunes de mon quartier. Voilà, j'étais le responsable, quoi. Donc, dans le quartier, c'était pas... Ils se foutaient de ma gueule, parce que voilà, c'était... Mais là, j'étais déconnecté quand même. Je sentais qu'il y avait un peu de différence. Même eux, des fois, ils me voyaient un peu différemment. Je te remercie. Du coup, comme tu viens de dire, tu as été responsable de ton quartier, un sens de leader, de chef. Du coup, je voudrais savoir, l'entrepreneuriat pour toi, tu n'en parles pas beaucoup. Quand on te voit, c'est plus l'image de Play for Peace qui est sur toi. Mais tu pourrais nous expliquer comment l'entrepreneuriat, où il y en est pour toi, tu t'en situes où, comment, pourquoi, du comment en fait, juste en général. Moi, l'entrepreneuriat, il est né en moi, c'était juste, c'était pour montrer aux autres que j'étais capable. Parce que quand tu es plus jeune, c'est toujours le petit Ayman, le pauvre, il sait pas, ceci, cela, etc. Et dans mon ex-famille, on va dire, parce que j'ai été marié, donc je suis marié. Et en fait, c'était des entrepreneurs, et pour eux, moi, j'étais métro, boulot, dodo, je travaillais au laboratoire et j'étais incapable de faire du laboratoire, du commerce. Et leur téléphone, il sonnait tout le temps, etc. Mon téléphone, il sonnait jamais. Mais jamais. Maintenant, tout le monde voit que j'ai un réseau, etc. Mais mon téléphone, il sonnait jamais. Je prenais le téléphone des fois et je faisais des blagues en disant « Ah, 500 parfums, c'est ça, etc. » Ils se foutaient de ma gueule en disant « Mais toi, Imen, jamais de la vie, jamais de la vie. » Et un jour, je sors du laboratoire et je vois, c'était à Thames, près de Saint-Nicolas, il y a une parfumerie qui mettait en liquidation des parfums. Et j'ai commencé à en acheter et en vendre, et puis à faire des testeurs, etc. Et puis voilà, je dis, ah ok, d'accord. Je faisais ça, et un jour, il y avait des déstockages de marques. Strelly, Rodania, Kipling. Et là, j'ai commencé à vendre pas mal de montres et d'accessoires, mais c'était toujours pour montrer aux autres. Et j'avais la plus grosse vente que j'avais fait, c'était un agent de foot. Il voulait des montres Kipling et je lui dis, il en faut combien? Il me dit 4000. Je dis 4000. Je dis, wow, comment je vais faire? Est-ce que c'est possible? Je téléphone chez Kipling, j'ai, est-ce que 4000 c'est possible? Il me dit oui, bien sûr. Et j'avais peur de gagner de l'argent. Donc j'ai pris 1 euro par montre. J'étais content parce que bon, en 1h30, à gagner 4000 euros. Donc je suis revenu, j'ai eu 4000 euros. Et ils sont venus chez moi et ils m'ont dit, écoute Ayman,
il faut que tu développes ça au Maroc. Je dis, au Maroc, je dis jamais de la vie. Et puis c'est ce que j'ai fait. J'ai été en fait au Maroc. Quand j'y pense, j'ai été en fait au Maroc et puis j'ai fait une vente privée pour en fait Streli, Kipling et Rodania. Donc on m'avait donné l'exclusivité pour en fait tout le Maghreb et le Moyen-Orient. Mais je sais pas si vous... Maintenant quand j'y réfléchis, je me dis waouh, ils étaient fous, etc. Et on a été là-bas et j'ai été à la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise à Casa. Et là, on a fait une vente privée et toutes les femmes qui venaient, elles recevaient une rose. Ouais, j'ai apporté le truc un peu européen là-bas. J'ai dit voilà, la femme, le truc, etc. Et ça cartonnait. Il y avait le conseiller du roi qui était là. On était passé dans tous les médias, dans les journaux, etc. Et là-bas, voilà, ma vie là-bas, elle avait quand même, elle avait changé. J'ai vu tout ce que je devais voir au Maroc et puis tout ce que je devais pas voir au Maroc. Mais c'était, en fait, quand on monte assez vite, j'étais dans plein de magazines et des trucs comme ça, c'était assez... ouais. Et donc il y avait des amis à moi qui avaient peur pour moi, parce qu'à l'époque j'étais marié. Et ils me disaient non, Ayman, c'est le Maroc, on vient avec toi parce que les filles là-bas, elles sont dangereuses, tu as de l'argent, etc. Et ils restaient avec moi tout le temps. Et je me souviens, avec moi, c'était un truc de fou. Quand j'y pense. Donc même en étant en fait entrepreneur, mes amis avaient peur pour moi en fait, en disant non toi, voilà. Alors Ayman, on sait que tu es quelqu'un qui adore le sport et que tu parles, que tu es quelqu'un de très social, qui voit d'abord l'humain. Moi, j'aimerais savoir quand est-ce que tu as commencé à organiser des événements socio-sportifs? Quand j'ai commencé, c'est quand j'étais au Maroc avec Olivier Streli. Mon papa en fait était orphelin. Il m'a toujours dit voilà, mais n'oublie pas ceux qui sont dans le besoin, parce que derrière chaque jeune que tu vois, c'était moi. Ça marque. Et quand on était petit, pendant les vacances, on partait voir des bidonvilles, etc., pour voir comment les jeunes, comment les familles étaient, et voir que la chance que nous, en fait, on avait. Donc là, c'est quelque chose qui nous a mis dans le sang. Et quand j'étais au Maroc, voilà, je voyais qu'on gagnait bien notre vie. Et pour moi, c'était des orphelinats. Et là-bas, on avait organisé un grand événement sportif. C'était à Tanger, c'était en 2010 ou en 2011. Pour ceux qui connaissent Tanger, on avait, c'était le 27 juillet, on avait bloqué tout Malabata, en fait. Et il y avait 8000 participants. Et il y avait une course, c'était Sport Day Tanger. Voilà, c'était un gros événement. Et là, on avait des gros sponsors. On était loin. C'était Ericsson, c'était Société Générale. Voilà, c'était en 2010-2011. Alors, moi, j'ai une question un peu plus croustillante. Donc, tu as parlé de ce téléphone qui sonnait pas au début, que je suppose sonne beaucoup maintenant. Dis-nous, Ayman, le numéro le plus important que tu as dans ton téléphone. Je peux le montrer, mais je peux pas le dire. Ok. Je le montre. Hein? Non, le téléphone, je peux pas le montrer. Non, je peux pas le montrer, le téléphone. Ah voilà, c'est le premier. Ok, ouais, ok, non. Oui. C'est quelqu'un. Oh, wow. J'insiste, c'est vraiment quelqu'un. Oui. Pardon? Un homme. Mais je peux pas le dire, c'est quelqu'un. Je comprends pourquoi il peut pas le dire, vraiment. Mais c'est un homme et c'est quelqu'un. Genre, il y a Ayman et il y a l'autre personne au-dessus, son téléphone ne s'arrête jamais, ça c'est sûr. Je peux vous l'assurer. Du coup, merci. Ouais, mais après, aussi, pour moi, le numéro, on va dire, pas vraiment au niveau sentimental, humain, etc. Le numéro qui est le plus important pour moi, c'est celui de ma mère. Non, ça, Merci. Du coup, on sait donc que tu possèdes un vaste réseau
au niveau associatif et social. Mais du coup, j'ai une question à te poser. Comment est-ce que tu l'as créé, ce réseau? Le réseau, comment je l'ai créé? Ah, mais à l'époque, comment il est venu? Je pense que le réseau, on m'avait dit que j'avais cette facilité à avoir un réseau. Bon, même, voilà, il y a Moshe qui était là, qui me disait que j'étais, voilà, que ma force était le réseau, parce que lui, il avait un très grand réseau. Et il me dit, toi, Ayman, ta force, c'est le networking. Moi, je ne savais pas tout ce qui était en fait networking, réseau, etc. Et je pense que le réseau, pour moi, c'est pas... Les gens prennent le réseau comme du networking, etc., comme du business, c'est du win-win. Moi, c'est vraiment, c'est de l'amitié, en fait. De l'amitié où, je vois les choses complètement, c'est en fait l'humain, en fait. C'est vraiment, c'est l'humain. Après, voilà, quand quelqu'un est malade, on est là pour lui, il y a un anniversaire, comment tu vas, tu invites, etc. Il n'y a pas de win-win, en fait. Quand je suis avec quelqu'un, c'est pas, voilà, est-ce que tu peux me prêter ceci, est-ce que tu peux me faire cela? C'est pas ça. Au fil du temps, ben, on crée des liens forts, et la chance que j'ai, c'est que j'ai ça, en fait, dans toutes les communautés. Être catholique, musulmane, juive, athée, ou n'importe quoi. Donc en fait, c'est ça. Je pense que je peux être un peu un caméléon, et je me sens bien dans chaque communauté, et je vois en fait l'humain. Je me nourris un peu de la culture de l'autre. C'est pour ça que quand les gens ils me disent ouais, mais t'as un grand réseau, etc. Réseau pour moi c'est trop. Il n'y a pas d'humain quand on dit ça, parce que les gens ils prennent ouais, t'as un réseau. Non, j'ai des amis, j'ai des connaissances. Voilà. Moi, j'ai deux questions. La première, je pense que maintenant, il y a 9-10 ans à peu près, Play for Peace tu l'as créé. Je voulais savoir comment ça se fait que tu arrivais à créer l'idée, comment ça se fait que tu arrives à l'idée de créer Play for Peace. Et aussi, tout à l'heure, j'ai pu parler de l'image qui te colle de Play for Peace. Les gens qui te collent l'image uniquement de Play for Peace. Je voulais savoir si ça te dérangeait et si, comment tu vis ça au quotidien. Okay, d'accord. Play for Peace, donc, en fait, il est né donc, il y a 10 ans, c'était suite au décès de mon papa. Vraiment, en fait, c'était ça. En fait, moi, je n'arrivais pas à faire le deuil, je n'arrivais pas à pleurer. Donc moi, j'ai pas pleuré, donc ça c'est resté en fait à l'intérieur. Et puis il y avait un événement qui était à Monaco au niveau international qui s'appelait Peace and Sport. C'était un événement, c'est un forum à l'occasion de la journée internationale du sport pour le développement et la paix, c'est le 6 avril. Et mon papa est décédé le 11 avril. Et pour moi, je me dis, ah ouais, il aimait le sport, c'est le développement, c'est les gens qui sont dans le besoin, etc. Mais pour me faire du bien à moi, en fait, et en mémoire à mon papa, ben, je vais créer un événement en sa mémoire, et les bénéfices seront pour les orphelins. Donc, ça a été créé pour que ça me fasse du bien à moi, pas à personne d'autre. Et donc, on a fait un événement, on a loué tout le centre, le Mounier, à la main, hein. Et on attendait 500 personnes, et on a 2500 qui sont venus. On n'avait ni assurance, on n'avait ni ASBL, on n'avait rien. Et voilà, il y a des parents qui étaient un peu fâchés. Et puis il y a quelqu'un de la Fondation Roi Baudouin, Ludwig, qui m'a contacté, qui m'a dit, écoute, Ayman, ce que tu fais, c'est bien, mais c'est pas sérieux, quoi. Donc, il faut que tu crées une ASBL, que tu structures les choses, etc. Et là, on a en fait structuré les choses petit à petit. Donc voilà, donc ça a été créé suite au décès de mon papa. Et puis après, c'est pour faire du bien aux autres. Et sûrement, c'était le partage. Après, l'image qu'on me colle, oui, des fois, ça peut me déranger parce que à la maison, ma maman, elle vous dira, je parle jamais de Play for Peace, en fait. Je parle jamais de Play for Peace. Et tout le monde pense que quand j'entre à la maison, je parle de Play for Peace, etc. À la maison ou dans la famille, ça ne savent même pas ce que je fais, en fait. C'est des sujets que j'aime pas. Je déteste ça, en fait. Donc, c'est le boulot. J'aime bien ce que je fais. Mais quand je suis avec ma mère ou la famille, j'en parle pas. Et parce que j'aime pas les questions aussi. J'aime pas qu'on pose des questions. J'aime pas qu'on pose voilà, ça j'aime pas. Et si on me dit, est-ce que tu as vu un tel jeune a eu ceci ou cela. Donc moi, je reste dans la confidentialité dans tout. Et des fois, même à un moment, elle est là,
elle s'énerve des fois, il y a des trucs que je ne lui dis pas en fait. Voilà. Ouais. Donc j'aimerais qu'on me voit aussi de temps en temps comme Ayman, voilà quoi, un citoyen comme en fait tout le monde. Et, voilà. Mais Play for Peace, des fois ça me gonfle en fait. Ouais, ouais, c'est la vérité. Ouais. Bon, Play for Peace, ça te gonfle? Non. Non, mais qu'on est associé parce que voilà, c'est parce que Play for Peace, il n'y a pas que moi. Il y a plein de bénévoles. Si Play for Peace s'est développé, il y a plein de personnes en fait. Les gens ils pensent que c'est Ayman, mais non, il y a plein de personnes. C'est vraiment c'est une famille. Et moi, ça me dérange parce qu'on dit oui, Ayman, Play for Peace, mais il y a des personnes qui me suivent ici depuis 10 ans. Ici, il y en a qui sont ici, Alex, Ingrid, il y a en fait Moshe, il y en a encore plein d'autres. Il y a Carlos. Allez, ce sont des personnes de l'ombre, si on veut. Il y a en fait Emma qui est là aussi. Voilà. Ce sont des personnes que je connais, mais depuis des années. Et eux, ils savent que travailler avec moi, c'est difficile. Ils savent que je peux être un chiant, des trucs comme ça, tu vois. Et ils sont là, ils me calment, puis quand ça va pas, ils sont là, etc. Maintenant, il y a Louis d'Orsan aussi. Donc, il y a pas mal de personnes. Si je compte le nombre de bénévoles, etc., qu'on a, c'est énorme. Donc, on dit Aim Play for Peace, c'est pas tout seul, en fait. Ça, c'est pour ça que je disais que ça me gonfle. Oui, je vois bien, Play for Peace a énormément grandi. Et selon toi, du coup, quelle est la force de Play for Peace aujourd'hui? Mais justement, c'est l'équipe. En fait, c'est les personnes qui ont fait grandir, allez, pour moi, c'est un puzzle humain. Chaque pièce est hyper importante, en fait. Et il y avait des personnes aussi de toutes les communautés, toutes classes sociales. Voilà. Et là, c'était vraiment... Voilà. Et la sincérité entre nous. Des fois, on n'était pas d'accord sur certains sujets. Des fois, il y avait en fait pas des clashs, mais on n'était pas en fait d'accord. Mais il y avait ce respect qui était là parce qu'on était là pour les jeunes, pour les personnes dans le besoin. C'était tous des passionnés. Et je pense que c'est ça. C'est la diversité qu'on avait dedans en fait. Ouais. Bah, du coup, on va encore continuer un peu avec Play for Peace. Quelle était pour toi la plus belle expérience avec Play for Peace? Moi, il y en a plusieurs, mais moi, ce qui me nourrit dans Play for Peace, c'est les jeunes en fait. C'est vraiment être avec vous, comme vous le savez très bien, parler ici. J'aurais pas fait si vous n'étiez pas autour de moi. J'ai demandé aux jeunes de se mettre ici en face parce que j'avais besoin de leur force. Et j'ai progressé, humainement, j'ai progressé aussi en fait avec vous. Et vous le savez, c'est un vrai win-win. J'apprends d'eux, ils apprennent en fait de moi. Et je sais que j'ai changé. Et là, quand je suis ici en disant voilà, j'ai pas bégayé, etc., mais c'est pour vous montrer que tout est possible si je peux y arriver et j'ai de la force pour dire aussi, parce que c'est facile de dire vas-y, tu es capable, etc. Et moi, j'y vais pas, c'est un peu con. Donc là, c'est pour moi, mais c'est aussi pour les jeunes de dire voilà, vous pouvez aussi le faire. Ouais, mais vous le savez que vous êtes ma force et voilà, donc je vais pas vous le dire. Donc, Merci beaucoup. J'ai encore une question qui peut paraître prétentieuse mais qui est factuelle. Est-ce que tu peux nous parler de la reconnaissance de Play for Peace à l'international? Oui. Play for Peace, elle a eu en fait, voilà, Play for Peace a été, on va dire, elle est plus reconnue, on va dire, au niveau international qu'en Belgique en fait. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'on a eu en fait un prix en 2017 à Monaco pour un événement qu'on avait fait. Donc c'était un événement au Stade Roi-Baudouin et puis à Tour et Taxi. C'était à l'occasion de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix. Et il y a un grand forum, il y a une grande plateforme qui est dans 90 pays. Et en fait, il récompense des fédérations, des clubs, des sportifs dans différents continents. Et donc là, il y avait, ça je me souviens toujours, mais voilà, t'as la fondation du FC Barcelone, t'as le PSG, tu as Zidane, t'as Nadal, t'as Djokovic, t'as toutes les grandes stars
qui sont là-bas. Et nous, on était nominés comme meilleur événement au niveau international. Donc on était tout contents, etc. On était nominés, donc c'était un truc de fou. On voyait tous les grands sportifs. Pour les anciens, il y avait Sergei Bubka, mais je pense pas, qui connaissait Chris Froome, mais que des grands champions, quoi. Ma tête, honnêtement, j'avais une migraine. Je me dis comment c'est possible. Il y avait une année, en fait, c'est une petite anecdote. Il y avait Fatima qui est là. Elle était venue avec son frère, etc. Elle ne s'y connaissait pas, en fait, en sport, mais pour vous dire que moi, j'étais un... Parce que souvent, on dit, ouais, mais Play for Peace, voilà, c'est bien, etc. Elle va vous raconter ce que j'ai fait, ce qu'on avait fait. Dans l'équipe, il y avait des gens qui ne connaissaient pas bien, en fait, les sportifs. Moi, mon anglais, 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il faut savoir bien déléguer. J'ai pris avec moi des gens qui parlaient bien anglais. Et j'ai demandé, en fait, qui étaient les invités lors du, en fait, forum. Et j'ai dit, écoutez, il me faut tel sportif, tel, en fait, sportif. J'ai pris des photos, biographies, et j'ai imprimé dans des fardes. On est parti avec une valise avec toutes les personnes à contacter. Et c'était là-bas. Et contacter, en fait. Et c'est là-bas que Play for Peace a commencé à se développer. Et puis, on a eu un prix comme meilleur événement au niveau international. Et pour eux, là-bas, on était un peu les extraterrestres. Et voilà, donc, et c'est comme ça qu'on a connu plein de sportifs et des partenariats avec des sportifs et des fondations. Voilà. On a plus de relations avec des clubs à l'étranger qu'en Belgique. Par exemple, pour avoir un maillot du FC Barcelone ou du PSG, c'est beaucoup plus facile que d'en avoir un de Anderlecht ou du Standard, et c'est toujours d'actualité. Donc c'est fou, mais c'est comme ça, en fait. On a eu tous les maillots possibles et inimaginables, mais ici, on n'a pas encore pu, en fait, avoir. Après, c'est pas grave, hein, mais voilà. Tout s'explique. Pour toi, encore une question à propos de Play for Peace. Pour toi, c'est quoi le challenge au quotidien pour donner aux jeunes alors le cadre qu'ils ont besoin, les outils qu'ils ont besoin pour que les jeunes qui sont en Play for Peace ont tout à leur disposition pour avoir le meilleur? Moi, je parlais même pas que pour Play for Peace. Moi, je parlais en fait pour tous les jeunes, on va dire ici sur Bruxelles ou en Belgique. Je me dirais qu'en fait, on devrait en fait plus investir dans la jeunesse et les impliquer. On donne souvent des leçons en fait aux jeunes, et l'idée c'est de leur dire voilà, qu'est-ce qu'on fait pas pour les jeunes mais avec les jeunes. Et je pense que je le vois, on investit pour moi pas assez dans la jeunesse, et c'est notre futur. On dit souvent oui, la jeunesse est important, mais si on voit les budgets que les entreprises mettent dans la jeunesse, pas tellement. Le politique, qu'est-ce qu'ils mettent dans la jeunesse, c'est pas tellement. C'est les fondations qui mettent le plus que le public. Et allez, je suis pas de la politique ce soir, hein, mais je pense que voilà, il y a les élections bientôt, etc. Et je pense que ce serait bien qu'ils investissent un peu plus dans la jeunesse, parce qu'ils en ont besoin. Et si on leur fait confiance, ils vont nous apporter énormément, en fait. La jeunesse d'aujourd'hui, elle a un talent. Moi, je travaille avec eux. C'est un truc de fou. Mais il faut être humble aussi. Il faut être humble et être capable de dire les jeunes peuvent nous apporter quelque chose. Ouais. Merci. J'ai une question un peu visionnaire pour Play for Peace. Où est-ce que tu vois Play for Peace dans 5 ans et dans 10 ans? Dans 5 ans ou dans 10 ans, j'aimerais qu'il y ait pas mal de jeunes qui en fait, créent leur entreprise, leur emploi, qui se sentent bien en fait, dans leur peau, et surtout qui deviennent un peu les ambassadeurs de leur communauté, de leur quartier, et qui transmettent ce qu'on leur a transmis, qui le transmettent en fait aux jeunes. En fait, j'ai envie de mettre en fait des petites graines, et que eux après ils transmettent après Play for Peace, voilà, qu'elle continue. Pour moi, le rêve, c'est que Play for Peace continue, ou autre, sans moi, en fait. Donc elle le continue, et que les projets... Et il ne faut pas que Play for Peace, il faut plein d'associations, il y a beaucoup de demandes.
voilà, Play for Peace ne peut pas faire beaucoup seul. Il faut qu'il y ait 100 associations, 1000 associations, et pourquoi pas que plusieurs associations se mettent ensemble et travaillent ensemble pour la jeunesse en fait. Donc voilà, ça serait bien que le projet continue, il se développe et voilà. Parce que oui, oui. Rien. Du coup, derrière tout ça, il y a forcément une inspiration ou un exemple. Tu pourrais nous dire qui t'a le plus inspiré dans ta vie? Je vais pas faire le bateau, etc. Mais sincèrement, c'est mes parents. C'est mes parents. Mon papa, c'était un bosseur, c'était un fou. Un fou, quand je dis un fou, c'était un bosseur et l'éducation était hyper importante. Il nous a tout transmis pas mal de valeurs. C'était un battant. Je dis souvent, si je peux lui ressembler à 10%, je serai l'homme le plus heureux du monde. Et puis il y a ma maman qui a vraiment, elle a une force de caractère incroyable. Je vais donner un bête exemple. Elle va pas aimer ce que je vais vous dire. Mes enfants, mes filles ne l'ont jamais vu marcher. Ça fait 10 ans qu'elle est en chaise roulante. Il y en a qui vont dire ah voilà, elle est en chaise roulante, etc. Mais depuis quelques semaines, elle réapprend à marcher. Et donc voilà. Et je suis au téléphone avec elle, et c'est pas oui, tu vois, super, ce qui se passe, etc. Elle me dit, tu vois, mon pied gauche, je marche, mais j'arrive pas. C'est comme si c'était normal, en fait. Et donc, elle a une force de caractère qui. Donc, moi, j'ai pas le droit d'être voilà, d'être faible. Donc, quand tu as deux parents comme ça, voilà, tu veux pas. Voilà, voilà. Parce que 10 ans sans marcher, je sais pas si vous imaginez, mais c'est quelque chose, quoi. Je vais rester dans le même domaine. Du coup, dans les moments difficiles, parce que j'imagine qu'il y en a, est-ce que tu as un bras droit? Et j'ai pas des bras droits, mais j'ai des amis en fait. J'ai des amis qui sont là. Je fais un appel téléphonique, ou ben non, c'est même pas ça. J'appelle pas. C'est eux qui m'appellent parce qu'ils savent que je suis pas bien, parce que je suis quelqu'un qui dit jamais que je vais pas bien. Donc si je dis jamais j'ai dit à quelqu'un je suis pas bien, ça je le dis jamais. Donc ceux qui me connaissent bien me disent écoute, viens, on va parler. Et puis ils essaient de tirer les verres, etc. Et ça me fait du bien, hein, mais pour y aller, ils doivent en fait pousser. Ouais, voilà, ce sont des personnes que je ne remercierai jamais assez. Ils veulent me parler, ils vont m'appeler 10 fois, 15 fois. Et t'as pas envie d'y aller parce que t'as pas envie de parler. Et parce que j'aime pas parler. Parce que plus jeune, j'ai tout gardé au fond de moi-même, vous voyez. Et quand t'es plus grand, bah, t'aimes pas parler de tes ni de mes succès, ni de mes échecs. J'aime pas. Ouais, je sais très bien, il faut travailler sur ça. Quand je célèbre quelque chose, je le célèbre souvent tout seul, en fait. Je suis dans la voiture, je fais yes, je mets de la musique à fond, et c'est comme ça, et j'y vais, etc. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà. Ouais. Petit à petit, on commence à comprendre qu'Ayman, il a un certain parcours. Mais est-ce que tu es satisfait de tout ce que tu as fait? Et pour toi, est-ce qu'il te manque encore quelque chose à accomplir? Et si oui, quoi? Est-ce que je suis satisfait? Moi, je suis dans un parcours où je sais que j'ai beaucoup de chance. J'ai surtout beaucoup d'amour autour de moi. Ça, je pense, c'est ça qui est important. Et déjà, rien qu'aller voir autant de personnes, mais raconter, venir m'écouter, moi déjà, je me dis, c'est pas en fait possible. Là, tantôt, en venant ici, je me disais, mais pourquoi tu as accepté en fait? Je voulais pas, dans la voiture, je me dis, mais pourquoi tu as en fait accepté? Parce que c'est quelque chose que je n'aime pas faire. J'ai pas assez de recul. Moi, je fais ma vie. Moi, si mes enfants sont fiers de moi et que je peux leur donner je peux être un exemple pour eux, comme mon père a été un exemple pour moi, ben, je serai heureux. Moi, c'est ce qui m'importe, et si je peux inspirer des jeunes. Après, est-ce que je suis fier ou pas? Honnêtement, je n'ai pas assez de recul. Je kiffe juste chaque moment que je peux faire, en fait, que je peux vivre. Je kiffe, en fait, c'est ça. Ouais. Alors, une question un peu similaire.
dans un futur un peu proche, un peu plus lointain, quels seraient pour toi tes projets personnels dans 5-10 ans, plus ou moins? Dans 5-10 ans, sincèrement, je pense que je quitterai peut-être Play for Peace. Parce que j'aimerais bien, dans 5-10 ans, il y a un truc que je kifferais vraiment, c'est de gérer une fondation ou quelque chose d'autre, être conseiller, mais je sais où, quoi, comment, mais voilà, mais je dirai pas plus. C'est un des deux, quoi, donc voilà. Si on parle de tout ce chemin que tu as parcouru, et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ou t'aimerais bien changer quelque chose? Non, franchement, parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris, allez, non, je referais la même chose. Je ferais la même chose. Parce que je pense que si j'avais pas eu en fait des difficultés, je pense que j'aurais rien. Honnêtement, j'aurais pas une vie en fait comme maintenant. Ça c'est clair et net. Parce que plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez mou, tranquille. J'avais pas la niaque, et je pense que c'est avec toutes ces épreuves que j'ai eu c'est en fait niaque là, et voilà quoi. Donc, ouais. On a pu voir que tu avais une vie bien fournie, bien chargée. Moi, j'ai envie un peu de résumer un peu le tout. Du coup, on a parlé de ta vie personnelle, on a parlé du sport, on a parlé de Play for Peace. Et est-ce que tu aurais un mot qui peut lier ces 3 catégories-là sur lesquelles on a parlé? Pour moi, c'est 2, c'est le respect et le partage. Ouais. Le respect et le partage. Parce que moi, le sport, c'est le respect, c'est le partage. Play for Peace aussi. La vie aussi, moi, c'est respect, partage. Ouais, c'est ce qui me nourrit, ouais. Chouette moteur. Toujours une question sur le conseil. Quel conseil tu nous donnerais à nous les jeunes, même si j'apprécie tout le monde est jeune dans la salle, quel conseil tu nous donnerais à nous les jeunes pour être entrepreneur ou bien pour réussir nos rêves et ce qu'on veut faire dans la vie? C'est de croire en vous en fait. C'est de croire en vous et de ne pas laisser quelqu'un qui vient et qui vous casse. Il y a en fait, ne perdez pas votre valeur. J'ai entendu ça d'un ami en fait, mais quand en fait on a un billet de 20, si on le plie, il reste 20 € en fait. La valeur reste. Tu le mets par terre, tu craches dessus, tu vois, mais tu l'envoies, il reste 20 €. Et en fait, il faut vous dire que même si vous avez des difficultés autres, gardez les valeurs que vous avez en fait, et ne laissez pas les autres vous en fait casser, etc. Donc que le billet soit plié, déchiré, il garde de sa valeur. Donc ne vous rabaissez pas en fait. Voilà. Et croyez en vous et en vos rêves. Voilà. Voilà. J'ai une question où nous, les jeunes, on pourrait nous identifier à toi. Est-ce que tu penses, quelles sont les forces ou les difficultés que tu as pu rencontrer, toi qui a une origine un peu étrangère, d'ici en Belgique, et qui a fréquenté plusieurs cultures. Quelles sont les forces que tu as pu constater ou les difficultés? Je vais être sincère avec toi. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai jamais connu le racisme ou la discrimination jusqu'à la création de Play for Peace. C'est en étant à la tête de Play for Peace que j'ai eu en fait que c'est fou. Hein. Donc au niveau professionnel, tout était tranquille, etc. C'est en travaillant chez Play for Peace que j'ai eu ça en fait. Donc oui, c'est pas évident. Tu n'écoutes pas. Des fois, lui, Dorsan, il sait comment je peux m'énerver au bureau. Il est obligé de me calmer. Cool, là, il me calme-toi.
Voilà, mais oui, ça m'arrive, oui, ça m'arrive qu'on se comporte pas de la même manière avec moi qu'avec un autre. Et des fois, c'est flagrant, hein, c'est même pas... Voilà, mais je m'en fous et j'avance et ça me donne de la force et j'essaie d'être créatif à chaque fois pour, tu vois, pour avancer, etc. Mais allez, je reste pas là en fait, tu vois, j'avance, je m'en fous. Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Des fois, ça reste un peu plus ici, ça m'énerve, et voilà, après, je vais quand même et j'avance quand même, quoi. Merci beaucoup. Merci. J'ai encore une question, moi, à te poser. Tu me regardes comme si... Du coup, la question, ce serait... On a parlé un peu de ta vie, on a parlé un peu de ton parcours, mais on n'a pas vraiment parlé de toi, comment est-ce que tu te considères. Et du coup, j'aimerais que tu nous donnes à tous et à toutes ta plus grande qualité. Je pense qu'il me connaît pas assez. Hein. Je peux pas répondre à ça. Ah. Parce que je peux pas répondre à ça, c'est impossible. Non, franchement. Si, quand même. Honnêtement, déjà venir, je vais être sincère avec toi, tu vas venir ici parler de moi, tu t'imagines même pas. Donc venir et parler de moi et de mes qualités, c'est très compliqué. Les qualités que je peux dire, c'est voilà, que je peux rester avec vous dans un blocus, pendant le blocus de 8h à minuit avec vous, et je suis resté patient avec vous, mais sinon, peut-être que je suis patient avec vous, peut-être, ça ouais. Du coup, on va clôturer nos questions. J'espère que vous avez tous appris quelque chose. Et nous aussi, de toute façon, les jeunes, on a appris quelque chose sur Ayman. Si nous, on a fini avec les questions, mais si quelqu'un veut poser des questions à Ayman, vous êtes les bienvenus. Je ne vais pas forcément poser une question, je vais juste répondre à ta question à toi. Quelles sont les qualités d'Ayman? Mais tout d'abord, pour moi, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui a toujours été là pour tous les jeunes qui sont présents, pour toute la Play for Peace, pour toutes les personnes qui sont ici. À mon avis, il a toujours été présent pour vous. Et c'était simplement pour répondre à ta question, Mohamed. Donc voilà. Putain, merci pour la réponse. Quelqu'un d'autre? Soyez pas gênés. Soyez gentil, madame. Hein. Bonsoir. Puisque vous ne voulez pas donner les qualités, donnez-nous vos défauts. Mes défauts, ça j'en ai en fait. Oui. Mes défauts, c'est que je ne suis pas très structuré. Je suis vraiment quelqu'un qui peut avoir plein d'idées à la minute. Donc autour de moi, et on doit me cadrer. Donc j'ai un cerveau qui va dans tous les sens. Donc, comment on appelle ça en fait? Un cerveau en arborescence. Voilà, c'est ça. Et donc c'est compliqué. Donc on essaie de me recadrer, mais travailler avec moi, c'est pas toujours évident, je pense, parce que j'ai toujours des nouvelles idées. Il faut me suivre. Et donc, des fois, c'est fatigant. Donc, il faut dire non, attends, on va commencer par ça, etc. Voilà, comme là, tantôt, on est ici. J'ai déjà un projet pour 2025 et que je veux le faire et que voilà, on va commencer à y travailler dès la semaine prochaine ou quoi. Et je suis comme ça. Donc, il faut me cadenasser. C'est plutôt ça. C'est un défaut, je pense. Je suis pas assez structuré et je pense que je ne serai jamais comme les autres. Ouais. Il y a encore quelqu'un? Allô. Tout au long de ton parcours, tu as parlé que tu faisais de l'achat et de la revente et que tu as vendu 4000 montres. Déjà, félicitations. Mais comment tu as appris? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris par les livres ou quelqu'un t'a appris? Et ben voilà. Personne en fait. Personne m'a aidé. J'ai lu aucun livre, rien. C'est juste, comme on va dire, comment on dit le Mourana, quoi. C'est juste
comment on peut expliquer ça? C'est juste pour montrer aux autres, c'était juste ça en fait. J'ai même pas de plaisir à le faire au début, c'est juste pour montrer aux autres, ah tu vois, je suis capable en fait. C'est juste ça en fait. J'avais aucun plaisir à vendre quoi que ce soit en fait. C'était juste pour montrer, je suis capable. Et quand je vendais, j'étais content. Je dis, ah vous voyez, ah je suis capable quoi. Donc c'était juste ça, c'était pas très ça en fait hier. Encore une question. On va clôturer avec madame. Donc, Ayman, tu as beaucoup parlé par rapport à qu'est-ce que Play for Peace elle a déjà fait, mais j'aimerais aussi bien savoir qu'est-ce que Play for Peace aujourd'hui il a encore besoin. Est-ce que Play for Peace il a besoin de quelque chose aujourd'hui? J'aimerais bien savoir ça. Parce que bientôt, par exemple, il y a des élections, bientôt il y a beaucoup de gens qui vont venir vers vous, parce que quand même il y a un grand montant de gens que vous suivez. Vous êtes quand même connu ici à Bruxelles, donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour des jeunes en fait. Hein? Mais comme qu'est-ce qu'on a besoin? Ouais, tout le monde qui me connaît, ils savent très bien, mais je vais le dire. En fait, ce qu'on a besoin d'argent. Et ceux qui me connaissent, ils savent très bien que pour que je dise ça, il faut vraiment, j'ai été chercher loin. Non, sincèrement, il en faut. On travaille sur l'année presque avec en fait 1000 jeunes sur l'année. On est à deux temps plein et demi, bientôt 3. Je ne sais pas si on se rend compte. On est une structure qui est pas subsidiée ou très faiblement. Pourquoi? Parce que voilà, on a notre mentalité en fait à nous, etc. Et on rentre pas dans l'école. Par exemple, chez nous, les jeunes ils font du golf. Donc aller chez un ministre et dire que nos jeunes font du golf, il va dire mais le golf c'est pas fait pour les jeunes qui sont dans le besoin. Et pour moi oui, justement le golf c'est important pour casser ces barrières sociales et culturelles. Ils ont accès aux jobs étudiants, au business club, etc. C'est pas en restant dans le quartier, en jouant au foot, au mini-foot que les choses elles vont changer. Et c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Donc, mais l'année passée on était à 20 jeunes, là on est à 70 jeunes. Au mois de septembre, on sera à 100 jeunes qui font du golf, mais du golf vraiment régulièrement, et ils en demandent. Mais quand on demande des subsides pour le golf, c'est impossible, hein, c'est impossible. Et la différence que chez nous, on a la grosse difficulté, c'est quand on demande des subsides au niveau du sport, on est plus dans la jeunesse, et quand on va dans la jeunesse, on nous dit il faut aller plutôt dans le sport. Et donc, comme on n'est pas un club, donc on nous envoie à gauche, à droite, et donc on doit être créatif. Donc là, maintenant, on est en train de, comme tu me lances la perche, je te le dis, donc maintenant on est occupé à réfléchir à un système où tout le monde peut soutenir les jeunes avec un système de supporters. Donc chaque personne peut nous donner 5, 10, 15 euros par mois pour soutenir une activité, et c'est déduit en fait des impôts via notre compte à la Fondation Roi Baudouin. Et l'idée, c'est d'avoir une équipe de supporters. Donc, les donateurs sont les supporters et les jeunes sont les players, en fait. Donc, tu vas toujours rentrer. Voilà. Et donc, et pour qu'on devienne indépendant financièrement dans, en fait, X années. 5 euros, c'est rien. 10 euros, c'est rien. On peut toujours faire. Mais voilà, j'ai pas envie d'attendre qu'un subside vient nous donner 10 000 euros ou 5 000 euros. Non, il faut... Les jeunes, ils n'ont pas le temps d'attendre. Il faut, en fait, il faut avancer, quoi. Encore une dernière question pour monsieur. Ah, il y en a plusieurs. J'ai rien dit. Non, je pense que la deuxième, elle vient de moi. Parce que j'ai pas envie de clôturer, en fait. Mais d'abord, monsieur. Sans micro? Oui. Quand même si. Ok.
Bonsoir Ayman. C'est juste une petite réflexion. On se connaît depuis 35 ans aujourd'hui. Voilà, tu n'as pas voulu répondre à la question concernant ta qualité. Tu sais que quand on crée un projet, une fondation, une entreprise, souvent les personnes manquent d'humilité. Et donc moi je voulais juste te dire, puisque je te connais quand même depuis 35 ans, la qualité qui te caractérise, c'est l'humilité. Comment je peux le dire aussi, c'est effectivement quand tu étais jeune, tu étais en retrait parfois, mais ta présence était très importante pour nous. Ça c'est une chose, tu as été mon moniteur quand on était plus jeune, tu as 3-4 années, 4 ans plus que moi. Et il y a une chose que je ne peux pas oublier, tu avais un principe. C'est avec le recul qu'on s'en aperçoit. C'est que tu as toujours, moi je dis toujours, c'est quand on prend en considération, c'est-à-dire que quand on prend en considération les gens individuellement, ils se dépassent collectivement. Et je pense que c'est ce que tu es en train de faire avec les jeunes ici. Et donc je voulais te remercier parce que voilà, tu es une personne inspirante, en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens. Et donc effectivement, tu étais en retrait, mais ta présence était très importante pour nous. Tu avais énormément de qualités. Moi, je me rappelle de tes crises d'épilepsie. Effectivement, quand on était jeune, on paniquait, on sautait sur toi, on mettait notre doigt derrière ta langue. Donc ça, c'est des anecdotes. Et effectivement, ton père, là, moi, je ne peux pas l'oublier. Effectivement, il avait énormément de qualités. Je voyais bien que du 3e, du 4e, il te surveillait là. Mais effectivement, tu avais cette qualité, c'est l'humilité. Et donc, j'en suis témoin. Et tu nous as toujours considérés individuellement. Et ça nous a permis tout au long de notre cursus dans le quartier de nous dépasser collectivement. Et je te remercie, Ayman. Du coup, je vais poser ma question, je pense. Ma question, c'est... On a vu que tu as saisi les opportunités qui t'étaient présentées. On a vu que tu as vendu 4000 montres. Mais en fait, on ne sait pas s'il y a des opportunités que tu n'as pas saisies. Et ça, j'aimerais savoir. Nous aimerions savoir, je pense. Oui, il y en a une que j'ai pas saisie. Et ça, moi, je pense que tu t'en souviens. C'est quand j'étais revenu du Maroc, mais là c'est comme quand j'y pense comme une dinguerie. C'est que moi, j'ai travaillé donc voilà au Maroc un certain temps. J'ai été invité, parce que souvent les gens disent ouais, comment tu as en fait un réseau, etc. Mais j'avais été invité au Palais Royal au Maroc plusieurs fois. Et quand j'avais quitté Streli, etc., et je suis venu ici, on m'avait fait une proposition. Et j'en avais discuté avec ma mère, mon papa de Rahman, et mon ex-femme. On était, je me souviens, à Nedervrumbe, qui m'avait demandé de travailler au palais, au Maroc. Tu te souviens, Amma? Et voilà, c'était être conseiller là-bas, etc. Pour moi, je dis waouh, j'étais comme un fou. Et pour moi, c'était bon, j'avais quitté, etc. Et mon ex-femme ne voulait pas. Elle voulait rester ici. Et mon papa, il m'a dit écoute, Ayman, discute même pas, elle veut pas, tu pars pas. Il m'a dit, il ne faut pas chercher des complications et tout. Et donc, voilà, et j'ai refusé. Donc ça, c'est une opportunité. Peut-être que j'aurais eu une autre vie. J'aurais pas créé Play for Peace. Mais là, c'était une discussion, je m'en souviens encore, on était dans le salon, etc. Voilà, et là, c'est comme ça. Voilà. Je vais peut-être conseiller au Palais Royal Belge, peut-être, en quelques années. Ayman, moi j'avais une question. On parle souvent des jeunes et d'Ayman, mais je veux vraiment savoir quel est le rôle des jeunes, enfin de la jeunesse dans ta vie personnelle. Quelle place ont les jeunes dans ta vie? Les gens qui me connaissent, mais les amis, les proches, ils savent très bien que les jeunes prennent une place très importante et que des fois je vais même me protéger et prendre du temps pour moi.
Parce que voilà, mais vous avez vu, lors du dernier blocus, j'étais avec vous de 8h du matin jusqu'à minuit, j'ai fait le blocus avec vous. Donc je cuisinais avec eux, on cuisinait ensemble, etc. Donc oui, c'est une place hyper importante. Et par moments, je préfère passer du temps avec les jeunes qu'avec les adultes. Parce que c'est d'autres sujets de discussion. Les adultes, c'est beaucoup, on va parler beaucoup business, argent, toujours les mêmes sujets. Et chez les couples, mais toujours la même chose. Et chez les jeunes, c'est différent. C'est qu'est-ce que je vais faire, c'est le développement, le truc. Ils rêvent encore. Ouais, je veux dire, ils rêvent et c'est super en fait inspirant. Chez les adultes, des fois, c'est aller au resto, j'ai pas. Des fois, c'est chiant, quoi. Et des fois, je parle même pas. Voilà. Donc voilà, c'est différent et ça me fait plaisir aussi des fois d'aller avec les adultes, c'est pas ça, mais c'est différent. Avec eux, c'est toujours inspirant. On sent que quand on quitte ce moment-là, il y a eu un truc. On n'a pas perdu notre temps en fait. Donc voilà. Pardon. Non, mais après voilà, je vais aller. Je parle en général, mais je préfère aller. Voilà, je pars au restaurant avec des amis aussi. Hein, c'est pas ça, mais pas. Je filtre. Mais ils le savent tous, hein, donc voilà. J'ai un grand réseau, on va dire, d'amis, etc. Mais pour aller manger au restaurant, pas. Et ils le savent très bien, et ils respectent que je préfère pas passer du temps avec en fait les jeunes. Et aussi mes enfants, dès que j'ai du temps, c'est eux. Comme je suis divorcé, dès que je peux, même quand je peux pas, j'ai besoin aussi de leur amour et de leur donner de l'amour aussi, c'est important. Merci. Ok. En fait, tu nous avais dit précédemment que la renommée de Play for Peace, elle était plus internationale que nationale. Première question, c'est est-ce que c'était un choix calculé? Et deuxième question, si la renommée était nationale, est-ce que tu penses que la croissance de Play for Peace serait beaucoup plus exponentielle que maintenant? Sincèrement, hein, je vais être sincère avec toi. Pour moi, c'est tout des mots. Tu vois, maintenant, depuis presque 7 ans, on a le haut patronage de Sa Majesté le Roi. On a un projet en fait avec le palais, etc. Mais moi, que ce soit une reconnaissance nationale ou internationale, si ça n'impacte pas les jeunes directement, franchement, ça peut d'importance. Je préfère d'avoir aucune reconnaissance ni ici ni là-bas et avoir des fonds et une structure et faire un travail et de l'impact qu'avoir une reconnaissance et que je sais rien faire sur le terrain. Ouais, ouais. Les awards on en a eu, etc. Au début c'est chouette, mais à la fin, franchement, ça sert à rien quand tu regardes. C'est qu'un objet. C'est bien, c'est gratifiant, etc. Mais pour un jeune, ça sert à rien. Ça n'aide pas. Y aurait-il encore une question? Non, moi j'ai encore une question qui vient de venir. Tu as parlé de tes enfants. On a remarqué que tu étais souvent à la Play for Peace House, que tu passes beaucoup de temps avec nous. Mais ce qu'on aime bien, je t'assure. Mais tes enfants, ils sont où dans l'histoire? Ah, mais mes enfants, quand je vais les voir, je ne dis pas. Et les gens, ils sont au courant. Allez, que ma vie privée, mais lui d'Orsan, il sait quand je vois mes enfants, des fois il m'appelle. On va dire les deux personnes que je réponds quand je suis avec les enfants, c'est lui d'Orsan et ma mère. Donc c'est personne d'autre. Oui. Non, mais il le sait. Mais je ne voilà. Quand je vois mes enfants, je vais pas dire oui, voilà. Ma vie privée, je la mets, voilà, je la mets de côté en fait. Je vous le dis pas et c'est pour me protéger aussi parce que tellement que je suis proche de vous, je veux aussi garder un jardin en fait, un jardin secret. Voilà, donc vous les voyez de temps en temps. Je pense que vous les avez vus il y a quelques semaines. Je pense que pendant le blocus, ils étaient venus. Mais voilà, j'essaie de les protéger aussi, quoi. Donc voilà. Mais voilà, mais je voulais juste vous dire aussi
voilà, que dans cette salle, en fait, voilà, il y a maman qui est là, mais en fait, ici, j'ai deux mamans. Donc, il y a ma maman, hein, et puis il y a Martine. Et c'est mes deux mamans, en fait. Donc, voilà. Et voilà, Martine est une personne, on va dire, de l'ombre, mais qui est très importante pour moi, en fait, aussi, elle le sait très bien. Voilà, quoi, donc voilà, elles se connaissent, donc, aussi maintenant, par la force des choses. Comme il y a encore une question peut-être? Oui. Peut-être je vais vous donner le micro. J'ai une question par rapport aux jeunes qui sont en maladie et donc qui traversent aussi des crises d'épilepsie. Parce que tu as dit que tu as arrêté ton traitement graduellement. Quel serait le message? Parce qu'autour de moi, j'ai plusieurs personnes soit traversent ce genre de crise ou dont les enfants traversent ce genre de crise. Et c'est pas toujours évident de la part du jeune ou même de la part des parents de gérer ça. Et il y a aussi ce côté de l'inconnu par rapport au corps médical, par rapport à la prise en charge et l'accompagnement. Il y a une détresse autant chez les enfants que les mamans. Et je voulais juste savoir comment ça a été par rapport à ta maman, comment elle a pu gérer ça. Et aussi toi, comment tu as pu le gérer. Sincèrement, ça a été compliqué. Tu sais, excuse-moi, vous savez, il y a en fait, des fois, ils appelaient ma mère et ma mère pensait que j'étais mort. Donc, ça, il faut le savoir. C'était très difficile. La première fois où j'ai vu mon papa pleurer, c'est quand il m'a vu faire une crise. C'est très compliqué. Hein. Pour les parents, et moi, j'étais épileptique du grand mal. Donc, il y a le petit mal, il y a le grand mal. C'était puissant. Hein. Il fallait être à plusieurs personnes pour pouvoir me porter ou pour me mettre dans une place à l'autre. Mon papa était un costaud, il ne savait pas me porter. C'était impossible. Même me tirer de 2 mètres, j'étais tellement tendu. C'était impossible. Et quand on se réveille, on ne sait pas quel jour on est, quelle date on est. On ne sait rien. En fait, on est là et on est là. On se dit waouh, où on est. On ne sait pas du tout. On n'arrive plus à marcher. Il nous faut quelques heures juste pour se mettre debout. Après, voilà. On était très strict à la maison, donc moi, voilà, tout ce qui est PlayStation, etc., j'ai jamais joué, parce que tout ce qui est PlayStation, le café, le chewing-gum, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire ou à éviter, mais nous, c'était interdit. Moi, de ma vie, j'ai jamais joué à la PlayStation parce que ça excite le cerveau, pardon. Et le vélo aussi, on pouvait pas le faire, etc. Ouais. Donc quand j'étais plus jeune, que quand je courais, moi je courais et eux ils étaient à vélo en fait. Voilà, c'est pas évident, donc c'est pas évident. Après voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance et je suis quelqu'un de très croyant et je me dis voilà, je remercie Dieu parce que pour moi voilà, oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. J'ai pu vivre après ça, en fait. Y aurait-il encore une autre question? Non? Alors je pense que... Ouais? Ok. Il y a là. J'étais pas sûr de prendre le micro parce que c'est pas une question. Mais je suis très très content de voir tout le monde là pour honorer un homme courageux. Ça prend beaucoup de courage à faire qu'est-ce que tu fais. Et avec le temps, ça va être beaucoup plus clair la contribution que Play for Peace a fait pour amener la paix entre les hommes et les humains. Merci Eman. Y aura-t-il une question? Mais si on n'a plus, je voudrais toutes et tous vous remercier pour être présents en fait ce soir pour moi et pour les jeunes et pour partager ce moment ensemble. Donc
je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir pris du temps ensemble. Merci beaucoup.